Après redressement, Pécresse est créditée de 19,4%, mais le chiffre finalement publié est arrondi à 20%. Quoi? Mais c'est pas arrondi du coup. Elle a fait 4,78, sondée à 20%. Non mais c'est quoi ce scam? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que tu as suivi le résultat de la commission d'enquête d'Antoine Léaumont sur l'organisation des élections? Oui, on va parler de ça. J'ai vu sa conférence. Je pense que ça sera plus drôle de le regarder avec Jean Massier. Moi, j'ai fait un truc que personne n'a jamais fait. Je suis allé chercher des documents à la commission des sondages où, à la commission des sondages, ils ont les données non redressées des sondeurs. Donc, j'ai récupéré... Donc, t'as réussi à mettre la main dessus? J'ai mis la main sur 14 000 documents avec lesquels j'ai pu faire une analyse un peu cumulée de l'ensemble des sondages, notamment sur l'élection présidentielle. Donc ça, les gens, pour rappeler ce sujet, Mélenchon, le candidat de la gauche de rupture en 2022, était sous-estimé très nettement pendant toute la campagne présidentielle par rapport au score final qu'il a fait. Bien sûr, les sondages sont une photographie à un instant T. C'est pas parce que à un instant T, le score est différent du résultat final du vote qu'il y a forcément un problème de méthodologie dans le sondage. Bien sûr, c'est compliqué, il faut être nuancé sur cette critique-là. En tout cas, les sondages de 2 jours avant, quand tu prenais la marge d'erreur, c'était genre à peu près 2 points, 3 points. Mais Mélenchon était évalué 5 points en dessous de son résultat final. Mélenchon, au final, fait un score qui est en dehors de la marge d'erreur du dernier sondage. Après, vous allez me dire, oui, mais en 2 jours, les gens peuvent changer d'avis, ce qui n'est pas faux non plus. En tout cas, moi, j'ai toujours dit qu'il y avait un gros problème avec les sondages, c'était que la façon dont les sondeurs privés ont de redresser les données brutes ne sont pas connues publiquement. Et ça fait genre des années que énormément de gens critiquent ça, parlent de ce souci-là. Si Antoine Léaumont a pu avoir les données brutes des sondages, forcément, tu peux déduire comment ils ont redressé les choses. Genre, tu peux déduire quels coefficients ils ont utilisés pour redresser, pour faire en sorte que les sondages soient en gros représentatif. En tout cas, le fait qu'on a des députés, les gens, moi je suis tellement content quand même qu'en France on a réussi à faire monter une gauche de rupture, des gens conséquents, qui travaillent réellement, qui font un effort quoi. Quand je regarde ce qui se passe sous Trump là, le 2e mandat, les déportations, mais surtout l'absence de résistance, les démocrates aux États-Unis sont désastreux. L'immense majorité sont soit absents, soit ils sont en train de céder idéologiquement à Trump sur plein de choses. Genre, on se rend pas compte de ce qu'on a en France. Des infos comme ça, genre nous, ça fait des années qu'on se dit il faut que quelqu'un enquête sur les sondages et les données. Le fait qu'Antoine Léaumont, là, il a travaillé là-dessus pendant des mois, c'est absolument essentiel. Ils oublient pas les problèmes qui sont posés lors de la campagne des élections présidentielles. Beaucoup de gens, vous savez qu'il y a la take populaire à gauche de dire on est trop focalisé sur les élections présidentielles, faut arrêter de parler de ça. La politique, c'est aussi à l'échelle locale, c'est aussi en dehors, machin. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui sont allés trop loin avec ça. Je pense que c'est méga important de justement se pencher en détail sur une élection présidentielle, comment ça se passe, quelles stratégies sont des stratégies qui fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas, quelles sont les modalités, quels sont les acteurs qui influencent dans la campagne, comment tu fais en sorte que les acteurs qui ont la pire influence aient le moins de pouvoir de nuire, etc. Enfin, le fait qu'entre les élections, LFI se disent « ouais, on va quand même faire le travail d'enquêter sur ces sondeurs », c'est parfait quoi. L'Institut Cluster, par exemple, il fait un choix qui est différent des autres, qui est d'avoir une bonne représentation de l'échantillon politique et potentiellement une moins bonne représentation de l'échantillon socio-démographique, c'est-à-dire qui correspond aux catégories de l'INSEE. Ça lui a permis d'avoir des résultats qui étaient plus proches du résultat final à l'élection présidentielle. Et moi, j'ai trouvé que Dormagin, qu'on a eu, Jean-Yves Dormagin, qui est donc le directeur c'est le chef de Cluster, que j'ai eu en audition, il dit un truc assez intéressant. Il dit, qu'est-ce qui est le plus prédictif du vote? Est-ce que c'est d'avoir déjà voté Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, ou bien est-ce que c'est d'être cadre? Qu'est-ce qui, dans les deux, va être le plus prédictif? Mais les autres, ils font pas ce choix-là. Les autres, ils font... Ça voudrait dire qu'en fait, on peut pas tout simplement déduire de la sociologie grossière des individus, leur affiliation politique. On peut pas juste dire « Oh lol, tu gagnes 6 000 € par mois, donc probablement tu votes ça. » On peut pas juste faire ça. C'est une take anti-graphique de Paduring et Position. Je voulais... Idéaliste, ouais. Léaumont idéaliste, les statistiques idéalistes en fait. On s'en fiche de la présidentielle. Si on gagne une autre élection quelconque, on pourra bloquer et peser face à la Macronie. Il faut tout miser sur les municipales et les régionales. Les gens, c'est simple, toutes les élections sont ultra importantes. Il s'avère que les législatives sont très influencées par les présidentielles, donc ça renforce l'argument que les présidentielles sont super importantes. Et de toute façon, les gens, si vous voulez passer à la 6ème République par une assemblée constituante et tout, il va falloir gagner la présidentielle, les législatives, il va falloir gagner toutes les élections en fait, parce qu'il faut le pouvoir de faire ça. Les municipales vont être ultra importantes, oui. Oui. Et on va beaucoup en parler. Je peux vous prendre... les scores, les sondages, ils annoncent rien. Les sondages, ils sont pas prédictifs. Alors, c'est exactement ce qu'ils disent, sauf quand ils ont le bon résultat.
C'est-à-dire, quand ils ont le bon résultat, ils disent, vous voyez, on avait trouvé avant le bon résultat. Soit c'est dans un sens, soit c'est dans l'autre sens, mais ça peut pas être les arguments quand ils ont bon, c'est qu'ils ont bien prévu. Mais je te vois faire pareil, si je puis me permettre. Je te vois critiquer les sondages en général, puis dès que les sondages sont favorables à Jean-Luc Mélenchon, je te vois faire des tweets. Alors, justement, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que, spécifiquement... Attends, Jean Massieu lui reproche de tweeter parfois les sondages quand ils sont favorables. La position de Jean Massieu, c'est si tu fais des critiques envers des sondages pour dire il y a des problèmes de méthodo, ça pourrait être amélioré, tu peux plus jamais citer un sondage pour dire quelque chose avec ce sondage. Mais tu peux quand même utiliser un sondage malgré le fait que tu le critiques pour dire quelque chose, pour annoncer quelque chose. Enfin, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop en avance des présidentielles 2027. Mais le fait que Mélenchon, actuellement, dans les sondages, il serait... je sais même plus c'est quoi. Attends, si on va voir, c'est genre quoi il y a des sondages qu'il donne à 13%, je crois, 15%. On sait même pas s'il est candidat, ça n'a aucun sens, mais bon. Il y a des sondages qu'il donne à 15%. Mais le fait qu'il est à 15% et le fait que Roussel il est à 3%, ça, si tu dis « Ah, peut-être que Mélenchon est sous-estimé », tu ne peux donc pas parler du fait que Mélenchon a un score 5 fois plus élevé que Roussel dans les sondages. Là, tu peux plus te servir de ça pour parler de peut-être le fait qu'il y a une candidature plus populaire que d'autres. Ça n'a aucun sens, Jean Massieu. Moi, la démonstration que je fais, c'est que d'un jour sur l'autre, tu peux avoir des redressements qui sont faits qui varient énormément pour un même candidat. Pardon, juste là-dessus, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi un redressement? Parce qu'on parlait de données non redressées et de redressement, je pense pas que les gens soient au fait de ce que ça veut dire. Alors, un redressement, c'est quand vous avez un échantillon qui répond à votre sondage, qui ne correspond pas tout à fait à la population, vous allez renforcer les répondants à ce truc-là. Je vous donne un exemple. Si vous avez renforcer la représentativité. Exactement. Si vous avez 12% de répondants qui disent avoir voté Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, vous êtes censé redresser ceux qui vous disent ça pour leur donner un poids supérieur pour que ça pèse 22% dans l'élection présidentielle. Sauf que du coup, ça donne un poids très très fort à des gens qui sont tout petits par rapport à ce qu'ils représentent normalement. Ok ? Sauf que le problème qu'il y a en plus, c'est que ces redressements-là ne sont pas faits d'une manière qui est objective pour tout le monde. Tu peux avoir des redressements qui sont très forts pour certains candidats, beaucoup plus faibles pour d'autres, et notamment la démonstration qu'on fait, c'est que pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, ils sont très en dessous par rapport à d'autres candidats. Emilien ? Oui, désolé. Non, vas-y. Pour tout vous dire, effectivement, j'ai été parfois un peu dubitatif. J'aimerais bien juste aller voir les données brutes en vrai. Est-ce qu'elles sont dans le rapport les données brutes? Est-ce que vous savez? Point de vue du président, constat et recommandations du rapporteur. ELAB, des redressements sources d'interrogation. Sondage d'ELAB, publié le 7 décembre 2021 à 18h. Effectif brut, 1354 personnes. C'est quoi, note 8 à 10, note 10? Ah, c'est pour est-ce que tu es sûr d'aller voter, c'est ça? C'est la fameuse question, genre, est-ce que à quel point sur 10 vous êtes sûr d'aller voter? N'exprime pas d'intention de vote, d'accord. Ah oui, ok, attends, c'est en pourcentage, ça veut dire que sur les 1354 personnes, il y en a 1,3% qui ont dit je vais voter Poutou avec 10 sur 10 d'assurance. Ok, donc ça c'est les données brutes. RD, c'est redressé du coup. Ok. Donc 8% des gens ont dit je vais voter Mélenchon, mais sans mettre 10 sur 10. Pourquoi 8 à 10? Donc en dessous de 8, ils sont complètement évacués. Et après, il y a deux catégories. Il y a 8 à 10 et il y a 10. Donc il y a 8, 9 ou 10. Je comprends pas. Les sondages électoraux ne sont pas une science. Quelques exemples. Votre rapporteur a sélectionné plusieurs sondages révélant des pratiques méthodologiques particulièrement problématiques tant les incohérences apparaissent manifestes. Ces cas ne relèvent pas d'anomalies isolées. Ils mettent en lumière des dysfonctionnements structurels dans les mécanismes de redressement dont la démonstration sera développée dans un second temps. La colonne publiée, c'est ce qu'ils ont publié comme résultat, oui. Donc donc Mélenchon était donné à 8, et ça correspond au brut. 8 à 10, ok. On observe un écart significatif entre les redressements appliqués aux différents candidats. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon, crédité de 8% dans les données brutes, n'est réajusté qu'à 8,3 après application à la fois du redressement socio-démographique et du redressement politique. A l'inverse, Valérie Pécresse voit son score passer de 16,4 à 19,4, soit un redressement de 3 points. Ok, mais après Macron, il est redressé à la baisse. Le Pen, elle est redressée à la hausse un petit peu. Et encore, ça dépend quelle colonne tu regardes. Autrement dit, ok, 10 fois plus élevé. Ce déséquilibre est d'autant plus problématique que l'analyse des fondements statistiques du redressement ne permet pas de justifier un tel écart. En effet, la sous-représentation des électorats respectifs est estimée à moins 1,6 points pour Mélenchon et moins 3,1 points pour Valérie Pécresse. Cela signifie que, toute chose égale par ailleurs, le redressement de Pécresse pourrait être environ 1,9 fois supérieur à celui de Mélenchon, mais certainement pas 10 fois plus élevé comme c'est le cas ici. De plus, les taux de report issus du vote 2017, c'est-à-dire la proportion des anciens électeurs qui déclarent reconduire leur choix en 2022, s'élève à 40% pour M. Mélenchon et 58% pour Mme Pécresse.
Si ce différentiel 58 sur 40 égale 1,45 justifie à nouveau un redressement un peu plus marqué en faveur de Pécresse, il reste bien loin d'un facteur 10. En croisant ces deux facteurs, 1,9 pour la sous-représentation, 1,4, on obtient un coefficient d'écart maximal théorique de 2,8 qui ne permet absolument pas de légitimer une correction 10 fois plus forte pour Pécresse. Ok, ouais. Enfin, les données socio-professionnelles issues du fichier fourni ne révèlent aucun déséquilibre massif susceptible de justifier un redressement aussi asymétrique entre Mélenchon et Pécresse. Sur 14 catégories analysées, Mélenchon est majoritaire ou relativement fort dans plusieurs profils plutôt sous-représentés dans l'échantillon, mais sans excès. En gros, ils estiment à quel point leur échantillon est biaisé avec des moyens plus ou moins ok et ils répercutent. Oui, voilà. En fait, pour qu'un sondage voilà, tout se base sur la loi des grands nombres, d'accord? Donc, je sais pas si vous vous souvenez de vos cours de maths et tout, mais genre, imagine, t'as un sac de billes, je vais prendre le truc classique, t'as un sac de billes, t'as genre 3000 billes blanches et 7000 billes noires. Donc, tu as 10 000 billes que tu vois pas. Mais si tu veux connaître les proportions des billes, tu vas pas les compter une à une. En fait, tu peux en retirer, genre si tu en retires 10 et tu regardes, ok, tu as une certaine proportion de billes blanches, par exemple. Si tu en tires 100, tu te rapproches de plus en plus, je parle de tirage aléatoire, tu te rapproches de plus en plus de la proportion réelle qu'il y a dans le sac auquel tu n'as pas accès. Mais tu peux te rapprocher d'une information en sélectionnant aléatoirement des billes dans le truc. Voilà, enfin bon, je vous explique juste schématiquement le concept de prendre un échantillon pour déterminer une proportion dans une population beaucoup plus large, quoi. Sans demander l'avis de 70 millions de personnes. Enfin, 45 millions techniquement. Mais du coup, normalement, avec 1000 personnes, tu vas avoir aussi des problèmes. Parce qu'en fait, le concept même de sélectionner aléatoirement des gens en France, tu peux jamais le faire réellement aléatoirement. Comment tu contactes les gens, en fait? Si tu les contactes, tu vas utiliser une source d'information avec les informations pour contacter des gens. Et cette source va être biaisée. Genre, si tu contactes les gens par Internet, par exemple, tu n'auras jamais accès à des gens qui n'ont pas de connexion Internet. Alors que ces personnes existent en France et votent dans les élections. Pareil pour les téléphones, il y a des gens qui vont juste pas répondre. Enfin, il y a des gens qui... Si tu appelles en journée, tu as des gens qui sont au boulot, donc ils vont être sous-représentés. Enfin, peu importe comment tu le fais. Du coup, ce qu'ils font, c'est que c'est pas vraiment aléatoire, mais ils le font quand même, avec 1000 personnes en faisant le truc le moins désastreux possible, avec le budget très faible qu'ils ont. Donc au final, c'est pas ouf. Et après, ils redressent avec le profil des 1000 personnes qu'ils ont eues, parce que en même temps que leur demander ce qu'ils vont voter à l'élection, ils leur demandent des infos sur leur catégorie socio-professionnelle, je sais pas, leur revenu, leur domaine, leur genre, leur âge. Et donc, ils essaient de mesurer avec des méthodes comme ça comment leur échantillon est biaisé, et ensuite ils appliquent des coefficients pour essayer de le débiaiser entre guillemets. Sauf que tout ça est laissé à la liberté de ces instituts de sondage privés possédés par des milliardaires. Donc la question de savoir comment ils le font, elle est super légitime. Parce que oui, le choix de redressement impacte fortement le résultat, et donc ça impacte comment les médias vont parler de ces sondages et quel narratif ils vont créer autour de ça. Par exemple, si en 2027 ils disent « regardez, le candidat issu de la primaire de l'après, la gauche unie sans LFI », mais ils vont oublier de dire que c'est sans LFI. Si cette candidature-là, elle est devant la candidature LFI dans les sondages, ils vont dire pourquoi LFI ne se désiste pas vu qu'ils sont pas en tête à gauche. On peut avoir des mois et des mois et des mois et des mois où tous nos médias de notre pays, pendant une élection, le sujet de discussion, c'est il faut que la candidature de la gauche de rupture abandonne l'élection parce qu'il y a une note qui est en tête dans un sondage. Et tout ça peut être basé purement sur des chiffres issus de ces redressements avec ces choix qui ont été faits. Donc ouais, c'est un énorme sujet. Mulch, est-ce que tu peux acheter un sac de 10 000 billes et faire l'expérience en physique à la Jamy? Faut qu'on relance, faut qu'on fasse... c'est pas sourcier, on va l'appeler, c'est pas sourcier. Rien dans la structure de l'échantillon ne justifie un redressement aussi déséquilibré. Si on devait s'en tenir strictement au biais dans la représentation des catégories sociales, le redressement socio-démographique aurait pu même être légèrement plus favorable à Mélenchon. En tout état de cause, les écarts constatés ne permettent en aucun cas d'expliquer pourquoi Valérie Pécresse est rehaussée de plus 3 points alors que Mélenchon ne l'est que de 0,3 points. Au-delà de l'écart déjà significatif dans les redressements appliqués, un autre élément pose problème. Après redressement, Pécresse est créditée de 19,4%, mais le chiffre final, finalement publié, est arrondi à 20%. Quoi ? Quoi? Mais c'est pas arrondi du coup. C'est pas ça que ça veut dire, arrondir. Attendez, c'est vrai ça? What the fuck? Attendez, mais c'est une dinguerie en vrai. Pourquoi 20? Pourquoi pas 19? Donc Mélenchon 8,3, ils arrondissent à 8. L'entier le plus proche. La définition de faire un arrondi en fait, oui. Et Pécresse 19,4, ça passe à 20. D'accord. Attendez, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont arrondis de façon chelou? Ok, apparemment il y a que pour Pécresse qu'ils ont... Ouais, non, mais il y a pas un seul chiffre dans toute la ligne Pécresse qui est au-dessus de 19,5, donc il y a zéro explication.
Ah, BPT, tu dis c'est sans doute pour tomber sur 100%. Mais pourquoi ils donnent des trucs arrondis? Pourquoi pas juste donner un truc à virgule? Mais non, mais tu peux quand même avoir des inférieurs à 1, mais comme statistiquement, tu veux l'arrondir, donc tu les as tous arrondis vers le bas, bah t'en as un que tu... Après, en vrai, on s'en fout que ça fasse pas 100 le total. Ouais, mais OSEF du total à 100, si t'as des inférieurs à 1, ça n'a plus de sens. Ouais. Pire encore, ce chiffre de 20% masque le fait que les données brutes l'accréditaient seulement de 16,4, soit un écart de plus 3,6 points entre les données déclarées et les intentions finales publiées. Un bond considérable, peu expliqué, déjà alimenté par un redressement politique exceptionnellement favorable. En gonflant ainsi les chiffres publiés, l'arrondi contribue à fausser le débat public au mépris des exigences de rigueur, transparence et impartialité qui devraient gouverner la production et la diffusion de sondages. Ah bah les gens, là je peux pas vraiment donner tort à Antoine Léaumont et son rapport. Hein. Pas normal, comment t'as arrondi 16,4 à 20, comment c'est possible? Puis elle a fait combien à la fin? Moins de 5%. Pécresse, oui, elle a complètement flop. Pécresse à 20, attends, en vrai c'est de la folie. Elle a fait 4,78. Non mais c'est quoi ce scam? 4,78. Sondé à 20%. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc là, on a un sondage décembre, donc c'est genre 5 mois avant le premier tour. Donc c'est vraiment pas si éloigné que ça. Mélenchon à 8%, Pécresse à 20%. Et vous avez le plateau de Backseat qui va dire mais pourquoi vous critiquez les sondages, monsieur Léaumont? Y a aucun problème. Questionné par votre rapporteur sur les raisons de cet arrondissement problématique, monsieur Bernard Sananès a prétendu en audition qu'en 10 ans d'existence, Elab n'a ainsi reçu qu'une seule remarque de la part de la commission. Or, le document ici produit démontre exactement le contraire. La commission des sondages a bel et bien émis une observation claire sur ce sondage précis, critiquant sans détour l'arrondi opéré et sa portée médiatique. Ah, attends, justement, BPT, regarde. Monsieur Vincent Thibault a expliqué que le sondage a eu lieu plus de 4 mois avant l'élection, période à laquelle nous effectuons un arrondi au premier chiffre après la virgule. Dès lors, Pécresse, estimé à 19,4, aurait dû être publié à 19 et non 20. Il justifie cette faveur en soutenant qu'ils ont ajouté un point au candidat dont le chiffre après la virgule est le plus élevé afin d'aboutir à un total de 100%. T'avais correctement pré-shot leur excuse, BPT. Car à ce stade, tous les candidats inférieurs à 1% sont considérés comme des 0%. Derrière un inférieur à 1%, il peut y avoir un résultat de 0,4 ou 0,5. Or, en l'espèce, le candidat dont l'arrondi supérieur était le plus proche était Valérie Pécresse, donc dont le score était de 19,4. What? Quoi? C'est quoi cet argument? Mais cet argument n'est pas convaincant. D'abord, il contredit frontalement la logique. Si on arrondit au dixième, alors un 19,4 reste 19,4, ou au pire 19, pas 20. Ensuite, et surtout, l'existence d'autres candidats crédités de scores non négligeables et affichés à 0% rend cette opération parfaitement arbitraire et biaisée. Mais oui, mais juste publier le nombre. Juste publier les résultats de votre étude, en fait. Pourquoi les arrondir? What the fuck? Si un ajustement du total était réellement nécessaire, il aurait pu et dû être réparti de manière la plus équitable. Imaginez au lycée en cours de SVT ou je sais pas quoi, vous rendez un DS en précisant oui mais en fait mon tableau je mets, au lieu de mettre les vrais chiffres que j'ai calculés, je mets inférieur à 1 et du coup attention si tu les comptes comme ceci, ma réponse est fausse ou je sais pas quoi, t'as 0 en fait. T'es renvoyé de l'école, t'es renvoyé du lycée et tu rentres chez toi. Qu'est-ce que c'est que ça? En vrai, je trouve plus intéressant de lire le rapport que d'écouter Backseat. C'est un autre, Elab 7 décembre, non c'est le même. Dans ce sondage, on ne retrouve Valérie Pécresse victorieuse au second tour face à Emmanuel Macron dans aucun des cas si on regarde les résultats bruts. Ce n'est donc qu'avec le redressement que Madame Pécresse l'emporte. Et cela avec pas moins de 4 points d'écart avec Macron dans les résultats publiés. Ouais, mais c'est pas forcément un problème ça. Une telle situation appelle au minimum plusieurs commentaires de la part de votre rapporteur. Il s'interroge d'abord sur le fait qu'une mécanique de redressement puisse changer les résultats du second tour. Bah non, c'est ok de le redresser, mais il faut que ça soit bien redressé, quoi. Enfin, le rapporteur observe que les résultats publiés sont dans une telle marge d'erreur, entre 45 et 51 pour Macron, entre 49 et 55 pour Pécresse, que là encore, une très grande prudence aurait dû s'imposer. Ainsi, le problème posé par ce sondage, outre sa méthodologie douteuse, est ensuite la lecture médiatique qui va en être faite. Aucun média n'étant informé de la structure des résultats bruts ou redressés, la seule information dont les médias disposent est celle des résultats publiés. Et l'occasion est sans doute trop belle de faire du sensationnalisme sur le thème de la victoire de Pécresse face au président sortant. Une simple lecture des titres de presse permet de voir à quel point ce sondage a constitué un moment médiatique fort de la campagne présidentielle de 2022. Oh les gens, c'est stylé quand même ce travail, hein. Le Point, sondage, Valérie Pécresse gagnante face à Macron. Le Dauphiné libéré, Pécresse donnée gagnante au second tour face à Macron. La Dépêche, Libération, Figaro... De toute façon, les médias sont tous... C'est littéralement des moutons, hein. T'as un gros titre et ils copient tous le même gros titre. D'habitude, c'est même carrément une dépêche AFP et ils reprennent tous en unisson la même news. C'est ouf.
Pour rappel, Pécresse est finalement arrivé en 5e position avec un score de 4,78, très loin du second tour et a fortiori de la victoire à ce second tour. Sans doute d'ailleurs serait-il judicieux, pour éviter un tel sensationnalisme, d'interdire toute publication de sondage de second tour avant que les candidats ne soient effectivement connus. Ok, il est carrément pour que on fasse des sondages de second tour seulement à partir de l'entre-deux tours. Encore une fois, je dirais là-dessus, même problème que pour interdire les sondages en général, ça veut dire que ces sondages seront faits par des sondeurs à l'étranger si c'est pas autorisé en France et seront moins bons parce qu'ils seront encore moins contrôlés. Donc je sais pas, cette take-là, je sais pas si je la... On va écouter ce qu'il dit sur Backseat. Quand vous dites par exemple qu'on redresse plus ou moins les candidats, non, on redresse des catégories sociopolitiques. Après, on choisit effectivement, par exemple, selon quel taux d'abstention, voilà, à quelle élection on va redresser. Pareil pour quand vous dites les autres ont un mauvais échantillon sociopolitique, ils redressent quand même par rapport à ce qui a été voté la dernière fois. Effectivement, la question c'est par rapport à quelle élection on fait. Non, je suis pour qu'on le dise, mais c'est pas un choix qui est arbitraire comme ça. Pareil quand vous dites que des fois ils se vendent leurs sondages, des fois ils disent que c'est pas prédictif. Effectivement, si c'est fait 2 jours avant, que c'est le sondage jour du vote, ils peuvent dire que effectivement c'est plutôt proche. Si c'est 6 mois avant, ils peuvent pas prétendre que ça a prédit. Donc, et de la même manière que vous parlez de redressement aléatoire, on a presque l'impression que volontairement ils iraient attaquer Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est ce que vous croyez ? Il y a plusieurs questions dans la question. La première... C'est comme s'il avait pas dit ça, tu sais. On a l'impression qu'en fait, vous êtes littéralement en train de dire il y a un complot contre Mélenchon. C'est quand même un peu ça que vous dites. C'est comme si c'était pas du tout ça, sa critique. C'est longtemps avant, c'est une photographie qui ne correspondrait pas au résultat de l'élection. Du coup, à quoi bon ? Je donne un exemple très concret. Vous avez un sondage de décembre 2021, on est donc 6 mois avant l'élection présidentielle, qui donne Valérie Pécresse gagnante au second tour. Elle a fait 4,76, je crois. Oui. Indépendamment du fait qu'elle fait 4,76 à la fin, Oui. ce n'est que grâce au redressement... 78. Ce n'est que grâce au redressement que Valérie Pécresse est en réalité, dans ce sondage-là, vainqueur du second tour. C'est-à-dire que le résultat brut donne Valérie Pécresse perdante face à Emmanuel Macron, et le résultat publié par le sondage, c'est Valérie Pécresse gagnante face à Emmanuel Macron après redressement dans le sondage. Et donc les médias publient sans... Mais oui, mais c'est normal de redresser après tout. Ça dépend. Si jamais il y a une transparence sur le redressement, pourquoi pas ? Mais si jamais il n'y a pas de transparence sur le redressement, c'est une fabrique opaque qui mérite une attention des citoyens. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'on ait accès à ces redressements, que tout le monde ait accès à ces redressements, pour pouvoir précisément valider ou invalider des choses. Et je prends un exemple très concret, qui est un autre sondage qui est publié à un autre moment, où vous avez, entre 2 jours, un redressement de Jean-Luc Mélenchon qui va être fait, où le redressement va rapporter 2 points ou 3 points supplémentaires, je ne me souviens plus. Le lendemain, le redressement, alors que c'est le même échantillon représentatif au point de départ, le lendemain, le redressement lui fait perdre des points. Donc... Quoi ? Attends, ça c'est super important. Est-ce qu'on peut aller voir en détail ce truc ? Trouvez-moi à quelle page du rapport c'est ça. Attendez, je vous mets le lien du rapport dans le chat. Donc, échantillon 2 points ou 3 points supplémentaires, je ne me souviens plus. Le lendemain, le redressement, alors que c'est le même échantillon représentatif au point de départ, le lendemain, le redressement lui fait perdre des points. Soit il y a une... Le lendemain, le redressement lui fait perdre... Donc avec le même échantillon, ils ont redressé d'une façon inverse ? Attends, mais ça c'est super important. Fuck, ça va être où dans le rapport ça ? Full statu quo, les chroniqueurs, ouais, c'est une catastrophe. Comment je peux CTRL F ? Qu'est-ce que je dois CTRL F pour le trouver dans le rapport de 500 pages là ? T'as pas le choix, faut tout lire, ouais, faut tout lire les gens. En gros, la commission des sondages fait pas son travail. Mais il y a pas genre une seule personne qui travaille à temps plein à la commission des sondages, genre c'est pas une sorte de grosse blague en fait ce truc ? Où le redressement va rapporter 2 points ou 3 points supplémentaires, je ne me souviens plus. Le lendemain, le redressement, alors que c'est le même échantillon représentatif au point de départ, le lendemain, le redressement lui fait perdre des points. Soit il y a une corrélation des sondages les uns après les autres qui fait que pour une même période de temps, vous avez les mêmes niveaux de redressement. Et là, c'est scientifique et à la limite, c'est valide. Soit non. Et dans ce cas-là, il y a une question qui est posée. Moi, ce que j'essaye de démontrer, c'est pas nécessairement que spécialement sur Jean-Luc Mélenchon. C'était ça qui, évidemment, était le plus intéressant. Ce qui ressort de ce que vous bien sûr. Mais en même temps, c'est sur Jean-Luc Mélenchon qu'ils sont le plus plantés. Et ça s'explique. Ils se plantent surtout sur l'abstention. C'est ça le plus grand problème des sondages. Justement. Mais non, justement. Pas... Quoi ? Comment tu peux être pas d'accord avec le fait qu'ils se sont le plus plantés sur Mélenchon ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils se plantent sur l'abstention. Mais de quoi tu parles ? Regardez ça, les gens. Les sondages ont-ils vu juste pour le premier tour ? Score des candidats au premier tour de la présidentielle superposé aux valeurs moyennes des marges d'erreur des sondages du 8 avril. Donc c'est seulement le sondage le plus tardif avant le premier tour. Donc Mélenchon n'est pas du tout sous-estimé plus que les autres. Pas du tout. C'est faux, monsieur Léaumont. C'est surtout l'abstention qui est mal estimée. Mais merci Backseat.
Merci d'intéresser les jeunes à la politique avec une couverture neutre. Surtout sur l'abstention, c'est ça le Non, plus grand problème des sondages. Et non, Ah bah justement. si. Mais non, Si. justement, pas sur l'élection présidentielle. Alors, il y a deux sujets qui sont posés. Parce que par ailleurs, en plus de la question des échantillons et Il aurait dû arriver sur le plateau avec cette infographie et juste lui mettre genre répétez cette phrase, monsieur. Me répétez ce que vous venez de dire avec ces chiffres sous les yeux. Il est le seul à être aussi largement en dehors de la marge d'erreur. Oui, mais ça pour Backseat c'est pas un sujet. Et Léo Mans, s'il parle de ça, il est complotiste. des redressements, il y a une autre question qui est posée, qui est qu'ils ne prennent que les personnes certaines d'aller voter, et cela y compris des mois avant l'élection. Ce qui a pour effet d'invisibiliser une partie de l'électorat, et en particulier de l'électorat Ouais, populaire. par définition, ceux qui savent pas s'ils vont aller voter, ils peuvent pas donner leur avis. Eh ben si, parce que à la fin, Comment tu fais? ben, tu dis, on te pose la Oh, Jean Massier, c'est la pire personne. Ils disent qu'ils vont peut-être voter Mélenchon par exemple, mais ils disent pas 10 sur 10 sur la question de est-ce que vous êtes sûr ou pas. Tu dois noter sur 10, est-ce que tu es sûr d'aller voter. Et après, il y a une autre question séparée, c'est est-ce que si tu vas voter, pour qui tu vas voter. Mais qui savent pas pour qui ils vont voter, ils vont pas être dans le sondage, monsieur Léo Mans, vous êtes con. t'es maintenant là maintenant. On te dit, est-ce que vous êtes certain d'aller voter à l'élection présidentielle? Si tu réponds non. Si tu réponds non, t'es pas compté dans le résultat. Mais Donc, en même temps, si tu vas pas voter, Je vais péter un câble, les gens. Je vais juste péter un câble. Est-ce qu'il est premier degré complètement con? Qu'est-ce qu'il comprend pas là? Ces gens sont journalistes. Les gens, Moi, j'ai fait une vidéo pour expliquer. Tout ça est dans le rapport d'Antoine Léo Mans, c'est expliqué en détail. Ça fait genre 3 ans que toutes les personnes qui s'intéressent un tout petit peu à la politique française, ils savent ça. C'est une info genre ultra connue. Même les médias mainstream ont reporté sur cette méthode des sondages. Donc il y a 2 possibilités. Soit Jean Massier est juste complètement incompétent, fait jamais son boulot, travaille pas et sait pas comment fonctionnent les sondages. Ou il le sait très bien et là, il fait un roleplay ignorant pour défendre le statu quo et attaquer la gauche de rupture quand elle fait une critique valide sur la méthodologie des sondages. Genre, je pencherai pour la deuxième option, mais on ne peut pas savoir. mais oui, mais t'es pas certain. 2 ans avant une élection présidentielle, t'es pas certain que effectivement tu vas aller voter. Les gens, ils répondent de bonne foi. Ils peuvent dire très bien en se disant, Non, mais je les crois, suis sûr à 100%. Et ensuite, les sondeurs te disent, quelle est la probabilité sur une note de 0 à 10 que tu ailles voter? T'as certains sondeurs qui ne prennent que les gens qui répondent 10. En même temps, un mec qui se contentait de commenter le live de l'Assemblée en faisant des commentaires de stade de foot, bah, je pense que je préférais Jean Massier à cette époque-là, en vrai. 2 ans avant une élection présidentielle, on peut te prendre pour résultat les gens qui te disent à 10 sur 10 qui sont sûrs qu'ils vont aller voter. Moi, je suis même pas sûr de répondre ça. C'est-à-dire, bien sûr que je me démets. Ok, Antoine, attends. Calme-toi. Antoine Léo Mans, je peux redevenir abstentionniste à la prochaine présidentielle. Non! Dans tous les sens. quand même. Mais tu peux toujours envisager, et c'est ce que font sans doute des gens qui répondent au sondage, mais tu peux toujours envisager, je sais pas quoi, que tu as un problème. VPT, il sera peut-être mort. Merde. Un peu maxeur, mais on respecte. Non, un peu maxeur, c'est basé. Là, il va trop loin. Il a trop maxé, il a surmaxé. Et il redevient pas basé. Bien fait pour tous, moi non plus, je serais pas sûr à 100%. Écoute, bien fait pour tous. Même si ton corps n'est plus en état de fonctionnement, je te rebranche à une machine artificielle pour te maintenir en vie dans d'atroces souffrances, juste pour que tu puisses aller voter pour la candidature en tête à gauche en 2027. On va être conséquentialiste jusqu'au bout sur ce stream. Non, les médecins vont me forcer à mourir, est-ce que t'as oublié? Merde. Bah oui, mais alors, moi je suis une personne qui est très engagée, donc je vais probablement répondre 10. Mais des personnes qui votent, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon à une élection présidentielle, Loi anti-fin de vie que sur les gens qui votent à gauche. à qui on demande dans 2 ans, vous êtes certain d'aller voter? Mettez une note de 0 à 10. Vous pensez vraiment que tous les gens qui votent pour Jean-Luc Mélenchon, ils vont mettre une note de 10? mais pour les autres aussi. Eh ben non, justement, c'est aussi socialement réparti de manière différente. Et c'est là qu'il y a des questions qui sont posées en détail. Parce que moi, mon problème, à la limite, si jamais les sondages étaient transparents, si jamais on pouvait le vérifier scientifiquement ce qui se passe, et si par ailleurs il y a... Je rappelle juste les gens, le fait est qu'aujourd'hui, avec tous ces biais désastreux des sondages, cette sous-évaluation de la gauche, en tout cas c'est la tendance, il y a un sondage qui donne Mélenchon à 15%. Donc je trouve ça quand même assez drôle, quoi. À 4 mois du premier tour 2022, il était à 8%, c'est-à-dire 2 fois moins, et il finit à 22%. Donc bon, si on extrapole, Mélenchon à 87% au premier tour en 2027. Là, ça serait intéressant d'avoir des sondages. Sauf que, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? On fait 100% confiance dans les sondages, alors même qu'on n'a aucun moyen de vérifier la fiabilité réelle de leurs données, et ça donne la lecture médiatique d'une élection pendant jusqu'à 2 ans avant. Là, vous avez des sondages qui sont faits sur l'élection présidentielle de 2027. Une des propositions que tu fais dans ton rapport, c'est d'interdire les sondages avant le début des campagnes.
Encore pire que ça. Je suis encore plus rigoureux que Jusqu'au ça. dépôt des listes. Voilà. Mais sachant que ça arrive très tardivement, enfin très tôt avant le jour du scrutin. Tout C'est à fait. réaliste, ça? Comment? C'est réaliste? Je sais pas si c'est réaliste. Mais c'est quoi cette question, Jean Massier? Si on le choisit de le faire, on le met dans la loi, c'est une loi. Attendez, vous voulez interdire le meurtre? Mais vous pensez que c'est réaliste d'interdire le meurtre? C'est pas réaliste. Bah si, on le fait, si on veut le faire, on le fait. La question c'est pas est-ce que c'est réaliste ou pas, la question c'est est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que changer le monde c'est réaliste? Est-ce que vivre dans une société qui est 0,001% différente du statu quo, c'est réaliste en fait? Est-ce que vous n'êtes pas un peu idéaliste de penser qu'on peut changer un iota de ce monde? C'est la représentation nationale qui peut en décider. On pourrait très bien dire que les sondages peuvent être interdits tant qu'on n'a pas la liste des candidats. Pourquoi je fais cette recommandation? C'est pour évidemment inviter à réfléchir sur ce que produisent les sondages. Qu'est-ce que ça fait quand on fait des courses de petits chevaux comme on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en train de dire que l'élection présidentielle et la stratégie pour l'élection présidentielle doivent se décider sur la base de sondages dont je conteste la validité scientifique. Or, précisément, si jamais on parle d'autre chose que c'est quoi les candidats, quel est le sujet central qui doit venir sur la table logiquement? Le fond. J'en sais rien. Les programmes. Les programmes. Le fait que Jean Massier réponde, j'en sais rien. Oh my god. Le plus important en politique, c'est évidemment, j'en sais rien. Important, politique, la vie des gens, changer les choses, quoi. Alors, si je puis me permettre, si tu interdis les sondages en France avant le dépôt des listes des candidats, on a des amis en Belgique, en Suisse, au Canada, au Québec, qui vont le faire pour nous. Oui. Sans doute les mêmes. Ah, ça, c'est un bon argument. Les mêmes. Jean Massier, à premier degré, oubliez que la politique est une question de fond. En dehors de la course des petits chevaux, il sait littéralement pas ce qui importe. Il aime la politique car c'est un feuilleton, il aime le côté House of Cards, c'est ça qui l'excite, qui le stimule, pas informer les gens, changer la vie des gens, il s'en fout, il se sent pas concerné de toute façon, LOL, il voit ça comme un jeu. On peut pas être sûr de ses motivations, donc je vais rien dire là-dessus, mais c'est une hypothèse. Il y a une personne qui travaille à temps plein à la commission des sondages et qui est censée analyser l'intégralité des sondages. Et par ailleurs, et ça c'est le dernier point, les sondages dits d'opinion ne sont contrôlés par personne. C'est-à-dire quand vous avez... Le concept de genre, quand t'entends parler d'une commission, d'une institution où t'as genre un beau logo, une vitrine, un site, et en fait la réalité c'est juste une personne en télétravail qui doit genre gérer toute une institution officielle. C'est quand même n'importe quoi ce pays, hein. Je suis désolé mais... C'est fou, hein. Mais c'est comme les contrôles dans les restaurants, enfin c'est comme tout un tas d'institutions publiques qui sont genre complètement sous-dimensionnées et ridicules. Alors que l'État a quand même un budget de genre 400 milliards d'euros, tu sais, genre comment est-ce qu'il y a une personne qui travaille dans ça? Comment ça marche? Comment c'est possible? Personne ne contrôle ça. Personne n'a accès à même le commencement... Parce que c'est pas électoral, c'est ça? Plus exactement parce que la commission des sondages considère que sa mission s'arrête aux sondages électoraux. Mais en réalité, telle qu'est rédigée la loi à l'heure actuelle, on pourrait considérer que ça rentre dans son champ de compétences. Intéressant. À suivre en tout cas, ça fait partie des recommandations de cette commission, du rapport de cette commission d'enquête qui a un objet assez large, c'est l'organisation des élections. Il y en a un qui a l'intention de peser sur les élections qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin, un milliardaire qui a refusé 2 fois de répondre à la commission d'enquête. Déjà que quand il y a une amende de 7500 € et que t'es milliardaire... C'est pas cher, c'est pas cher. Je pense que voilà, les 2 ans de prison qui sont prévus, je sais pas si ça lui fait si peur que ça. En réalité, ils se disent effectivement qu'ils sont dans une logique d'impunité. En tout cas, lui se dit qu'il est dans une logique d'impunité. Par ailleurs, il prétend influencer les élections depuis la Belgique, où il a sa résidence fiscale, parce qu'il ne veut pas subir un matraquage fiscal. Et donc, il se prétend patriote. Il se prétend patriote, mais il ne paye pas ses impôts en France. Donc déjà, c'est quand même un peu spécial. Ensuite, ce monsieur, on l'a donc... D'abord, on a voulu le convoquer une première fois. On a eu une réponse qui nous disait « Ah, désolé, je ne suis pas disponible à telle date. » On est sympa, tu vois, on dit « D'accord, ça arrive, on comprend, il était en vacances, bon, ça arrive, les vacances. » Donc, on convoque à une deuxième date. Deuxième date de convocation. Finalement, il ne se présente pas. Attendez, je crois qu'on a une vidéo carrément du gars, non? Moi, ce que je comprends derrière, c'est qu'ils ont... C'est-à-dire que Stérin, il passe littéralement en visio, là, comme ça, depuis chez lui, sur CNews, pour se défendre du truc. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ils ont juste envie de faire les marioles devant les caméras. Ce sont les politiques qui ont besoin de n'importe quel prétexte pour que leur nom soit mis en avant. C'est quoi son petit ton, genre, se marre, genre, attends, quoi? J'ai envie d'écouter toute cette interview. Il a l'air désastreux, ce gars. Il a l'air à peu près aussi intelligent qu'Elon Musk. Il nous sort, à la date de la reconvocation, une excuse
qui franchement est, enfin, je sais pas, il dit qu'il n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Assemblée nationale, on est plutôt sur du bâtiment sécure, en termes de flics. Il dit j'ai des menaces de mort. Ça n'est pas sécurisé pour moi d'aller à l'Assemblée nationale. Bon, ben à part qu'il y a plusieurs députés quand même qui sont menacés de mort jusqu'à la présidence. Pourtant, on va à l'Assemblée nationale et ça pose pas de problème. Il nous dit contactez telle personne au ministère de l'Intérieur qui vous informera davantage sur les problèmes qui sont posés pour ma sécurité. Donc on appelle. Enfin, on appelle. C'est le président de la commission d'enquête, donc Thomas Cazenave. Il appelle. Il dit allô, bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité qui sont posés. Bah non. Enfin, c'est-à-dire, il y a des photos qui ont été publiées qui disent il y a des menaces de mort. Pour le coup, qui ont une réalité, et nous, on ne le prend pas à la légère. On demande réellement au ministère de l'Intérieur, ok, d'accord. Donc vous constatez qu'il y a des problèmes que vous considérez quand même globalement assez faibles comme niveau de menace, mais êtes-vous en capacité d'assurer la sécurité de monsieur Pierre-Édouard Stérin pour qu'il se rende à l'Assemblée nationale? Réponse du ministère de l'Intérieur, bien sûr. Évidemment, oui. C'est pas très compliqué en plus. Imaginez quand même le ministère de l'Intérieur qui dit je suis pas capable d'assurer la sécurité d'une personne sur le territoire national qui viendrait à l'Assemblée nationale. Ce serait flippant. Il y aurait matière à s'inquiéter sur la manière dont est tenu. Enfin, par ailleurs, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter de la manière dont est tenu le ministère de l'Intérieur, pour d'autres raisons, parce que le ministre est raciste en particulier, ça c'est un gros problème. Mais sur la partie sécurité, il y a une vraie légitimité pour laquelle on ne sujet qui est posé et ça, il faut l'expliquer aux téléspectateurs, je pense. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc il y a deux vraies raisons. La première, c'est que je n'habite pas en France, j'habite en Belgique, et je me rends en France 3 jours tous les 2 mois. Donc voilà, je suis très très rarement parisien, et j'ai pas envie de me déplacer pour répondre à quelques questions auxquelles mon associé a par ailleurs déjà répondu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est beaucoup plus importante. Ok, attends. Si je parle, je dis un truc problématique. Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Pourquoi c'est toujours la même personne, en fait? Ils ont une usine, c'est des clones. Depuis quelques jours, c'est que j'ai reçu des dizaines de menaces de mort, des amis, probablement des personnes qui me convoquent, en tout cas en partie. J'ai d'ailleurs déposé plainte hier j'ai déposé hier 24 plaintes suite à des menaces de mort, donc très nombreuses, que j'ai reçues depuis une dizaine de jours. Et donc, il y a aujourd'hui un risque de sécurité avéré. J'ai contacté le ministère de l'Intérieur qui m'a confirmé qu'effectivement, ces menaces étaient imminentes. Après, je suis pas le seul à en recevoir. Néanmoins, elles sont sérieuses et imminentes. Et donc, j'ai pas envie de prendre le risque de venir à Paris pour répondre à ces questions. Non, mais moi, j'entends ce que vous dites, d'autant que la visio marche bien, bien évidemment. Pendant le Covid, tout le monde faisait des visios. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas parce qu'aujourd'hui, effectivement, en 2025, on peut très bien vous entendre en visio, me semble-t-il. Il n'y a pas d'handicap majeur. Et quelles sont les raisons qui y sont données? Il n'y a strictement aucune raison qui soit donnée par Cazenave et Léaumont. Donc moi, ce que je comprends derrière, c'est qu'ils ont juste envie de faire les marioles devant les caméras. Ce sont les politiques qui ont besoin de n'importe quel prétexte pour que leur nom soit mis en avant. Et quand... J'adore la visio qui bug pendant que l'autre dit en 2025 qu'il n'y a aucun problème avec la visio. Franchement, je pense là, on est sur une œuvre d'art. Je pense que là, c'est Pascal Praud qui fait le SAV de Pierre-Édouard Stérin qui refuse d'aller à une commission d'enquête. Enfin, c'est juste incroyable. Ok. Super, j'adore la méta. Dites-vous que c'est des gens comme lui, la bourgeoisie française, les gens les plus puissants de la société qui sont parmi les plus grosses sources de vos problèmes et tout, c'est genre ce mec-là, tu vois. Comment c'est possible de se faire baiser par un gars comme ça, quoi? Le gars, il a peur de venir à Paris. Je sais pas, il doit aller à Paris, il a vu 3 personnes non blanches à Paris, il dit oh là là, le problème de sécurité à Paris, ça a l'air hardcore. Est-ce qu'on peut pas quand même faire mieux que ce qu'on fait, quoi? Genre, faites mieux, et venez, on les vire, venez, on gagne. Genre, vraiment, s'il vous plaît. Oui, justement, sur cette question de la commission d'enquête. Alors, il y a beaucoup de conclusions qui sont très intéressantes et recommandées depuis assez longtemps, notamment sur la question d'inscription automatique des gens sur les listes électorales quand on change d'endroit. C'est un problème pour les gens qui doivent enchaîner très souvent, qui sont souvent des gens avec une situation sociale assez précaire. Mais j'ai envie de dire, vous qui justement avez fait de la sociologie politique, est-ce qu'il y a besoin d'une commission d'enquête pour... Oh! Mais ils sont trop cons, mais j'en peux plus! Mais on le sait déjà! On sait déjà tous ces problèmes, pourquoi vous en parlez? Arrêtez de parler des problèmes qui existent, on les connaît! Arrêtez de faire de la politique pour essayer de convaincre des gens, pour essayer de changer le monde en fait!
Ça des choses qu'on sait dans beaucoup. Pourquoi vous allez en Palestine, Rima Hassan? On le sait qu'il y a un génocide. Quel est l'intérêt d'aller sur place, le constater? Vous êtes en train de dire qu'en fait, tant qu'on le voit pas de nos propres yeux, il n'y a pas de génocide, vous niez le génocide en allant sur place? Ouvrage que publient d'ailleurs les gens que vous avez interrogés en sciences politiques. J'entends bien. En vrai, je pourrais faire ce job. Hein. Chroniqueur backseat, les gens grifteurs de droite. Si à un moment je floppe complètement la reconversion, elle va pas être dure pour moi. Hein. C'est tellement easy. En plus, je gagnerais genre 50 fois plus qu'actuellement. BPT, je pense que je serais meilleur que toi. Ouais, BPT, c'est genre... Si BPT passe en mode grift, c'est finito, en fait. On a le fascisme. En un an, on a le fascisme, en fait. BPT, chroniqueur de droite. Franchement, fais-le pendant 6 mois. Prends un max d'argent et après, on le réinvestit. Enfin, je sais pas. On verra ce qu'on fait. Faites des dons, les gens. Si vous aimez le contenu et vous voulez pas qu'on passe en mode full grift de droite, vous avez le lien dans le chat pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Je suis pas contre qu'on aille enquêter, qu'on aille chercher les données, bon, même s'il y en a une partie qui sont disponibles sur Internet, mais soit de la commission des sondages, qu'on aille faire venir ce terrain pour y en laisser expliquer. Tout à fait d'accord. Mais est-ce que en matière de priorité, on va dire, dans les commissions d'enquête, c'était vraiment la priorité, sachant qu'il y a d'autres enjeux en matière d'organisation d'élections. Je pense à vos collègues sénateurs, collègues, entre guillemets, qui ont voté la fin du vote par correspondance des détenus. Ça, c'est des gros enjeux. Est-ce que les sondages, tout ça, la inscription, qui est très importante, mais qu'on connaît déjà et sur lequel, en fait, dans n'importe quel programme politique bien avant ça, était vraiment nécessaire? Plusieurs réponses. Je crois que je suis littéralement décédé après cette question-là. Je crois que je sais pas si j'ai déjà entendu une pire question sur Backseat de ma vie. Il y a d'autres sujets importants. Tu peux dire ça pour n'importe quel sujet. Pourquoi vous parlez de la montée de l'extrême droite? Il y a aussi le changement climatique. Vous pensez vraiment qu'un rapport sur la montée de l'extrême droite, c'est important? Et si tu fais le rapport sur le changement climatique, mais vous pensez vraiment que c'est important alors que nous avons une démocratie défaillante avec des milliardaires qui ont trop d'influence? Pourquoi vous parlez de l'écologie? Tu peux le faire sur n'importe quel sujet. C'est quoi cet argument? C'est pas une vraie personne. Cette personne n'est pas censée être chroniqueur politique sur un plateau d'une émission regardée par des gens. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est censé répondre, Léaumont, à ça, genre? D'abord, le moment où on a décidé de créer la commission d'enquête, faut pas oublier le moment où c'est. On est en décembre de la fin de l'année dernière. C'était pas le bon moment. Il y a une instabilité politique qui est une instabilité politique extrême. Il faut le faire après que l'extrême droite gagne les élections, Léaumont. Là, ça sera le bon moment. Je rappelle que, de base, il a invité pour parler de son rapport. Juste en lisant pendant 30 secondes le rapport, on a déjà trouvé des infos beaucoup plus intéressantes ou importantes que 80% des questions qu'ils ont posées. On aurait pu aller dans les détails sur les chiffres. Ah bon, vraiment? Il y a des sondages qui, avec le même échantillon, redressent d'une certaine façon Mélenchon et le redressent de la façon complètement inverse juste après. Alors que c'est le même échantillon de gens. Mais comment c'est possible, monsieur Léaumont? Donnez-nous plein d'infos. Donnez-nous les stats, sortez-nous des graphiques, on veut voir les tableaux. Si c'est vrai, c'est extrêmement grave. C'est un scandale démocratique. On est en France. Comment on laisse faire ça? Une émission normale, ça serait ça en fait. Si c'est pas important, pourquoi ils font une émission là-dessus? Mais oui, ils font une émission, ils invitent Léaumont pour parler de son rapport et après ils lui posent la question, mais pourquoi vous avez fait ce rapport? Il sert à rien ce rapport. C'est pas un sujet important, mais pourquoi vous l'invitez pour parler de ça? C'est lunaire. Mais par contre, pour le coup, sur la partie sondage, pouvoir aller à la commission des sondages, récupérer les données des sondeurs, c'est inédit. Enfin, je pense qu'on ne mesure pas encore exactement ce que ça veut dire, mais le travail que j'ai fait moi, c'est un travail qui n'a jamais été réalisé par personne, ni par la commission des sondages, ni par les sondeurs eux-mêmes, vu qu'ils ont leurs données à eux, mais ils n'ont pas les données des autres. Moi, j'ai pu faire les données agrégées de tout le monde. Mais on le sait déjà, monsieur Léaumont, on sait déjà que les sondeurs, ils ont des biais. Et la commission des sondages avec une personne... Vous le mettrez à disposition des chercheurs, par exemple, cette base de données? Eh ben ouais, moi je souhaiterais faire ça. Et le problème que j'ai un problème très concret, c'est que je publie les données agrégées sur la base des sondages que j'ai récupérés. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les sondeurs qui ne vont pas manquer de critiquer les résultats mettent eux à disposition leurs données. Je souhaiterais que eux... Et ça pourrait passer par une loi qui les forcerait à le faire. Alors déjà oui, parce qu'on a la possibilité quand même de demander un certain nombre de données aux sondeurs. Mais d'ailleurs c'est déjà le cas, hein. Ils sont obligés d'envoyer des données à la commission des sondages. Il suffirait juste de dire que la commission des sondages publie les données... Mais est-ce que c'est réaliste, Jean Massier, de faire une loi là-dessus? Est-ce que c'est vraiment réaliste de changer le statu quo? Qu'elle reçoit, qui sont les données brutes des sondeurs, c'est bon, c'est une petite modification de la loi. Oui, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose à faire. C'est juste qu'ils publient les documents qu'ils reçoivent eux, plutôt que les documents qui sont déjà publics, quoi. Donc ça peut être une petite modification, mais le fait d'avoir pu avoir accès à ces données, et notamment aussi aux échanges à l'intérieur de la commission des sondages, parfois ils disent tel institut valorise plus tel candidat, tel institut valorise plus tel candidat, tel institut valorise plus tel candidat, et donc la somme globale fait que ça fonctionne à peu près. Pardon? Excusez-moi, mais moi ça me choque d'avoir ce genre de conversation à l'intérieur de la commission des sondages. Mais vous pourrez trouver tout ça dans le rapport.
Une question. Attends, what? Ils ont dit ça? Attends, ils ont vraiment dit ça à la commission des sondages? Attends, va falloir lire tout le rapport en fait. Faut lire tout le rapport parce que là, Backseat, ils font pas du tout le taf. Ok, j'aurais aimé que ça rentre beaucoup plus en profondeur sur le rapport avec les sondages, mais on va devoir le lire indépendamment du coup, vu que Backseat n'a pas du tout fait le travail. En tout cas, c'est intéressant, le rapport sur les sondages d'Institut pour n'importe quoi apparemment. Et je suis d'accord avec Léo qu'il faudrait une petite loi, quoi. Une petite loi pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Avant les prochaines présidentielles, ça ferait du bien. Puis en plus, ils peuvent la proposer, on verra à l'Assemblée qui s'opposera à cette loi et on pourra l'utiliser comme argument. Ah bon, vous voulez pas qu'on régule la transparence des sondages? Tiens, c'est intéressant que vous voulez pas faire ça. On verra. Ok. Les gens...